La Somalie traverse à nouveau une crise alimentaire après une année sans pluie, alors que les combats contre le mouvement islamiste Al-Shabaab s'intensifient. Une situation qui met à mal le peuple somalien déjà fragilisé par les nombreuses crises alimentaires antérieures. L'heure est à la psychose et à l'inquiétude au sein de la population. Nous sommes dans une situation extrêmement fragile où la sécurité nutritionnelle s'est détériorée considérablement et nous sommes très inquiets qu'un petit changement négatif n'ait un impact dévastateur à nouveau. Ici, le constat est plutôt accablant et bouleversant. Des vaches mortes, des enfants malnutris, une pénurie d'eau, de maigres récoltes, autant de choses qui témoignent du retour de la famine en Somalie. Depuis quelques jours déjà, les déplacements massifs vers des points d'eau sont devenus réguliers. Je suis venue ici parce que là où on vivait avant, nous prenions de l'eau des puits. Depuis, les puits se sont desséchés. Je suis ici pour être plus près du point d'eau et du village. Cette crise alimentaire a déjà fait 260 000 victimes en 3 ans. Ce bilan désastreux interpelle les Nations Unies qui sont en conclave à New York autour de la question du réchauffement climatique qui va accentuer la rareté de l'eau et les bouleversements météorologiques au cours des prochaines décennies. Le confinement imposé aux 6 millions de Sierra-Léonais de vendredi à dimanche pour une campagne de porte-à-porte géante a permis de découvrir plus de 150 nouveaux cas et environ 70 corps dans la seule région de Freetown, selon les autorités. Cette opération serait un succès selon le ministre de la Santé, Aboubakar Fofana, qui a indiqué que les quelques 30 000 volontaires mobilisés ont réussi à visiter 80% des foyers du pays. Cela a emmené le président Ernest Bai Koroma à déclarer lundi devant les journalistes « Nous pouvons être fiers de nous ». L'opération a permis d'enrayer les inhumations nocturnes des malades d'Ebola par les familles qui augmentent considérablement les risques de propagation, les cadavres étant particulièrement contagieux. De son côté, l'OMS, à l'issue d'une réunion de son comité d'urgence, a renouvelé son appel à la levée des annulations des vols et autres restrictions au voyage qui continuent d'isoler les pays touchés, compliquant les efforts de secours. Les premières frappes contre l'État islamique ont eu lieu mardi en Syrie où les djihadistes occupent de vastes régions. Elles visaient principalement des positions de l'État islamique à Raqqa. Le Pentagone a indiqué que l'opération a été menée au moyen d'avions de chasse, de bombardiers, de missiles Tomahawk tirés depuis des navires opérant dans les eaux internationales de la mer Rouge. Le bilan fait état d'une vingtaine de djihadistes tués. Les débris retrouvés au lever du jour ont été assimilés par les habitants et les combattants à des restes d'un drone. Merci Dieu. Ce drone a été abattu grâce uniquement à la force divine. Après 3 heures du matin, on a entendu de fortes explosions et un avion dans le ciel qui était éclairé par la lueur des explosions, comme si c'était la fin du monde. Après l'aube, nous avons visité le centre-ville pour constater les dégâts, mais merci Dieu, tout est indemne. Grâce à Dieu, on a vu juste l'avion qui a été fracassé après avoir heurté l'antenne de transmission. Les frappes visaient aussi les positions de la branche syrienne d'Al-Qaïda qui combat pourtant l'État islamique. Le régime de Bachar al-Assad a affirmé avoir été informé de l'opération. L'opposition de ces pays a quant à elle salué l'initiative de la coalition en insistant sur la nécessité de faire pression sur le président syrien qu'elle veut renverser. Cette opération a eu lieu au moment où un Français est menacé d'exécution en Algérie par un groupe lié à l'État islamique. Manuel Valls a promis à Angela Merkel qu'il mènera à bien son projet de réforme après le déjeuner que les deux dirigeants ont eu ce lundi à Berlin. Le chef du gouvernement français est allé outre-Rhin dans l'optique de plaider pour que l'Allemagne, première économie européenne, participe à la relance de l'économie française. La chancelière allemande a jugé impressionnant le plan d'action que la France envisage de suivre, mais est restée réticente à un investissement de son pays. Par ailleurs, Manuel Valls a annoncé avoir fait le déplacement pour gagner la confiance de l'Allemagne. Et moi, je veux dire aux Allemands
que les réformes, nous allons les faire, car c'est d'abord l'intérêt de la France. Et malgré les difficultés, la France va faire les réformes pour elle et pour l'Europe. Et moi, j'ai besoin aussi de la confiance du peuple allemand. En avril dernier, le chef du gouvernement français annonçait que son pays tiendrait ses engagements budgétaires avant de changer de temps au début du mois de septembre en cours face à la faiblesse de la croissance et de l'inflation. Au cours de son voyage le plus important à l'étranger depuis sa prise de fonction, Manuel Valls a fait la promesse à son homologue allemande de raviver la compétitivité des entreprises françaises. Angela Merkel a toutefois annoncé qu'il incombe à la Commission européenne d'apprécier le programme de réforme de la France. Arrivé à New York pour participer à l'Assemblée générale des Nations unies, le président palestinien Mahmoud Abbas a indiqué au cours d'une intervention enlevée sous les ovations d'étudiants qu'il proposerait cette semaine et devant les Nations unies un nouveau calendrier pour des négociations de paix avec Israël. Cette semaine, je vais proposer devant les Nations unies un nouveau calendrier pour des négociations de paix. La clé est de se mettre d'accord sur une carte pour délimiter les frontières de chaque pays. J'ai dit aujourd'hui au Premier ministre Netanyahou, mettez fin à l'occupation, faites la paix. Faire la paix, une initiative toujours prise, mais jamais définitivement concrétisée par les deux parties au conflit. Pour les Palestiniens, le processus de paix pour Israël n'a toujours été qu'un leurre. Le gouvernement israélien actuel a choisi d'utiliser le processus de paix comme écran de fumée pour davantage de colonisation et d'oppression. Nous voulons toujours croire que nos voisins israéliens n'attendent pas du peuple palestinien qu'ils vivent sous un système d'apartheid. Un système d'apartheid dont on connaît clairement les effets sur les populations. La Palestine et Israël ont rompu en avril un dialogue direct qui a fait place nette à la guerre dans la bande de Gaza. Nous ne pouvons pas comprendre comment le gouvernement israélien peut se fourvoyer au point de ne pas comprendre que le bombardement à tort et à travers de Gaza, qui tue des milliers de femmes et d'enfants, ne fait que s'aimer davantage de haine. Vendredi, le président palestinien devrait s'exprimer devant l'Assemblée générale des Nations unies. Mahmoud Abbas entend faire adopter une résolution demandant la fin d'ici à 3 ans de l'occupation israélienne, mais un veto américain devrait tuer dans l'œuf cette initiative. Le sélectionneur irlandais de la Sierra Leone, Johnny McKinstry, a été limogé en raison des mauvais résultats enregistrés par l'équipe lors des 2 premières journées des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2015 de football. La Sierra Leone a essuyé 2 défaites contre respectivement la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo lors des 2 premières rencontres disputées les 6 et 10 septembre dernier. Avec 2 défaites en autant de rencontres, la Sierra Leone occupe la dernière place du groupe D. Le désormais ex-sélectionneur de la Sierra Leone n'a pas caché sa déception après son limogeage au cours d'une interview accordée à la presse. Et ce dernier affirme être déçu d'être démis du poste de sélectionneur par la Fédération sierra-léonaise et de payer les frais du mauvais démarrage de la Sierra Leone dans les éliminatoires de la CAN 2015, alors qu'il avait mis en place une équipe prometteuse pour l'avenir. Il a expliqué en vain que les 2 défaites de l'équipe sierra-léonaise reposaient sur la mauvaise préparation en raison de l'épidémie d'Ebola qui frappe le pays. Qu'à cela ne tienne, c'est sans l'entraîneur Johnny McKinstry que la formation de la Sierra Leone devra affronter le Cameroun lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2015.